Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le budget d'un de mes abonnés. En temps normal, je fais pas mal de ces vidéos, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas réussi à trouver le temps. Donc ça y est, ça reprend après une petite pause d'environ 2 mois sur les budgets abonnés. C'est reparti, il y en aura un autre d'ici la fin du mois aussi. C'est une série de vidéos dans lesquelles l'un ou l'une de mes abonnés m'envoie son budget détaillé et je le partage avec vous. Je fais pas du conseil budgétaire. Des fois, je vais recevoir des mails me demandant mon avis sur les budgets, me demandant de me rémunérer pour que j'étudie des budgets ou ce genre de choses. C'est vraiment pas mon métier. Le but, c'est surtout de partager des exemples, de voir des situations auxquelles on peut se reconnaître ou pas du tout, voir ce que font les autres. Et on est dans une société où l'argent est quand même tabou. Enfin, sur plein de points, c'est pas du tout tabou parce qu'il y a énormément d'affichage de luxe, etc. Mais pour autant, très peu de gens parlent de combien ils gagnent, comment ils gèrent leurs dépenses. Des fois, on peut croire que les gens s'en sortent super bien parce qu'ils ont une belle voiture, etc. Et finalement, ils sont criblés de dettes derrière. Donc ça peut être intéressant de voir en toute transparence le budget des gens. Pour le budget d'aujourd'hui, il s'agit de celui de Raphaël, qui est vegan. Et si j'ai choisi son budget, c'est pas parce qu'on avait beaucoup de ressemblances entre notre prénom et le fait qu'on soit vegan, mais c'est avant tout parce qu'il y a une particularité dans son budget que je n'ai pas vue dans énormément de budget jusqu'à présent et que je trouvais super intéressante à partager avec vous. Donc on va étudier son budget comme d'habitude et aborder les spécificités qu'il va y avoir. Alors il habite vers Orléans, il est technicien supérieur en hôpital et il gagne 2170 € net par mois de salaire qui vont être complétés par 250 € de revenus locatifs. Ça nous fait un total de 2420 € par mois, même si vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, notamment au niveau du revenu locatif. En termes de revenus, ça le place un petit peu au-dessus du revenu médian en France en 2023, donc ça reste de bons revenus, même si tout ce qui est statistique, ça permet de se situer globalement, mais ça veut pas vraiment dire la manière dont on vit, puisque selon là où l'on habite, selon nos habitudes de vie, selon si l'on vit en couple, en famille, si on a des aides de la famille, etc., il y a plein de choses qui peuvent faire varier un budget, les contraintes aussi, si par exemple on doit donner de l'argent à de la famille, ou si on a des dettes, etc. Voilà, les revenus, ça ne veut pas forcément tout dire. Et donc au niveau des particularités de son budget, c'est qu'il donne chaque mois un peu plus de 10% de ses revenus à des assos animalistes à travers des dons défiscalisables, ce qui permet globalement de déduire de ses impôts 2/3 du don que l'on va faire et qui permet donc en fait de choisir un petit peu où l'on veut mettre ses impôts. On paye la même chose avec un petit peu plus comme part que l'on va donner à l'asso ou à l'organisme ou quoi que ce soit que l'on souhaite soutenir, mais il va y avoir l'intérêt que ça nous permet aussi de distribuer nos impôts, que ce soit la totalité ou une partie, à une asso qui nous tient à cœur ou à un combat qui nous tient à cœur. Cette partie sur le fait de donner une partie de ses revenus mérite d'être développée, donc je le ferai un petit peu plus tard. Et en autre particularité, il va y avoir le fait qu'il investit à peu près un quart de ce qu'il gagne dans des assurances vie. Au niveau de ses dépenses, il va s'agir de sa part à lui puisqu'il habite avec quelqu'un, mais par exemple pour l'alimentation, il en a pour 230 € par mois. Il fait attention à son budget alimentaire sans être pour autant à l'euro près ou à vraiment traquer toutes ses dépenses. Il aime se faire plaisir aussi, donc il va avoir plusieurs astuces pour essayer de diminuer le budget, que ce soit de passer par le drive. Il faisait ses courses à Carrefour avant, il a remarqué que maintenant Leclerc était vraiment moins cher par exemple, donc il est passé sur le drive de Leclerc. Il va acheter ses fruits et légumes chez un primeur low cost. Pour autant, il aime bien se faire plaisir de temps en temps en achetant des fromages véganes, des glaces, etc. Il va compléter avec Picard aussi, dès que c'est intéressant pour le prix des légumes en surgelé. C'est pas forcément toujours intéressant Picard, mais c'est vrai que parfois vous avez des prix qui sont super intéressants. Globalement, les fruits et légumes surgelés, ça peut vraiment être une bonne astuce pour à la fois intégrer des fruits qui sont hors saison ou des légumes hors saison, et également parfois quand on voit que les fruits frais sont super chers, qu'on galère à trouver des légumes à moins de 3 € le kilo, on peut se diriger vers les surgelés, ou on peut parfois facilement trouver des légumes à 1,50 € le kilo. L'avantage c'est qu'ils sont pleins de vitamines parce qu'ils ont été surgelés directement après récolte, donc il n'y a aucun souci à intégrer des fruits et légumes surgelés dans son alimentation, vraiment. Si vous avez un congèle, je vous le recommande vivement, si vous aimez ça, bien évidemment. Et il va acheter aussi quelques petits produits vegan spéciaux qu'on va trouver à Picard. Et ce qu'ils vont considérer également comme achat plaisir, ça va être tout ce qui est les petits tofu Typhoon qu'on achète en magasin bio. Si vous connaissez pas ces tofu, ils sont vraiment très très bons, mais c'est vrai qu'ils sont pas forcément hyper économiques. C'est pas non plus hors de prix, c'est moins cher que de la viande bio par exemple, puisque ce qui fait que ces tofu sont un peu chers, c'est qu'ils sont bio et qu'ils sont cuisinés, bien aromatisés, etc. Mais en tout cas, si vous n'avez jamais goûté de tofu, je vous recommande de tester les tofu Typhoon. C'est généralement entre 2,15 € et 3,50 € selon la variété et selon les prix pratiqués en magasin. Il me précise également qu'ils vont favoriser les céréales complètes qui coûtent un petit peu plus cher que les céréales blanches, mais pour eux ça les dérange pas de dépenser un petit peu plus pour avoir des nutriments en plus. Ensuite, il
il va avoir un budget autre de 30 €. Je sais pas exactement ce qu'il compte dedans, mais c'est bien d'avoir un budget en plus parce qu'il y a des choses comme ça qu'on ne budgétise pas. Dans mon cas par exemple, dans la catégorie autre, je vais compter les ampoules, les timbres, les trucs comme ça qu'on n'a pas vraiment dans une catégorie, mais que des fois il faut acheter et qui malgré tout ont un coût, donc faut bien le compter quelque part. Mais dans son cas, je sais pas exactement ce que ça peut être, mais c'est toujours bien d'avoir une catégorie pour les imprévus. Vraiment, faites-vous un budget imprévu, c'est quelque chose que je répète dans énormément de mes vidéos. Mais il faut vraiment pas toujours se baser sur le fait que tout va se passer comme on l'avait prévu et qu'il y aura zéro truc en plus. Il y a toujours des choses en plus, donc ça peut être bien de le budgétiser. Même si vous ne comptez pas le dépenser ce mois-ci, vous pouvez le mettre de côté pour plus tard sans l'utiliser. Par exemple, si vous faites un voyage, vous ne piochez pas dans l'épargne imprévue. Ensuite, en box plus forfait mobile, ça lui revient à 30 € par mois. Je ne sais pas si la box est partagée, je ne sais pas dans quelle mesure, etc. Mais en tout cas, ça reste un budget super abordable. Enfin, c'est un bon budget, 30 € pour la téléphonie, la communication, etc. Je trouve que c'est tout à fait correct. Si vous payez très cher votre abonnement téléphonique et que vous l'avez depuis longtemps, n'hésitez pas à renégocier, à voir s'il n'y a pas des prix plus intéressants ailleurs, que ce soit de renégocier, que ce soit d'essayer de voir s'il n'y a pas une offre moins chère en ce moment. Récemment, mes parents ont changé de box parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils payaient super cher parce qu'ils avaient un abonnement qu'ils avaient pris mais il y a des années, et à l'époque la téléphonie coûtait plus cher que maintenant, même si c'est en train de repartir un petit peu dans l'autre sens, mais ça avait vraiment bien baissé ces dernières années. Les abonnements, c'est toujours un truc à ne pas oublier et ça peut faire de grosses sommes à la fin. Peut-être que ça représente pas beaucoup, on peut peut-être économiser, je sais pas, 8 € par mois, mais on peut se rendre compte que sur l'année ça représente 96 €, que sur 10 ans ça fait 960 €. J'aime bien penser les sommes sur longtemps, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Alors il va avoir un poste de dépense logement dans son budget, dans lequel tout est regroupé par rapport à ce que lui coûte son logement. Donc les charges, électricité, les assurances, etc. Le loyer bien évidemment. Et c'est divisé par deux puisqu'il paye sa part en habitant avec quelqu'un d'autre, donc il paye 370 € par mois. En loisirs et culture, il dépense 20 € par mois. Je trouve que c'est super intéressant parce que j'ai noté là tout ce qu'il fait avec ce budget-là. Et c'est vraiment la preuve qu'en fait, l'amusement n'est pas forcément proportionnel à ce que l'on a dépensé. J'ai fait un mois blanc récemment où je vous ai partagé tout ce que j'ai pu faire pendant le mois, comment je me suis organisée pour essayer de tenir le mieux possible mon mois blanc, puisque si vous avez déjà vu la vidéo, vous savez qu'il y a quelques points où j'ai pas réussi à tenir. Mais finalement, j'ai fait beaucoup de choses dans le mois et j'ai pas dépensé tant que ça. J'ai même dépensé beaucoup moins que d'habitude, en faisant finalement beaucoup plus de choses que d'habitude. Dans son cas, je mets du carnet pour vous lire un petit peu tout ce qu'il fait dans le mois. Il a un accès gratuit à la médiathèque qui lui permet d'emprunter des livres, des revues, des DVD. Il y a certains DVD qui sont récents, donc ça peut être sympa et ça évite aussi de s'abonner à des plateformes de streaming. Alors on n'est pas obligé de ne pas s'abonner, on peut très bien en profiter si on en a envie. Mais c'est vrai que c'est un bon plan si on veut économiser sur ce poste de dépense là. C'est pas toujours gratuit, les médiathèques, des fois ça peut être un petit abonnement, mais souvent c'est vraiment pas très cher. Ensuite, il regarde beaucoup de vidéos YouTube, grande diversité de contenu contre quelques secondes de pub. Bon là, ça prêche pour ma paroisse, évidemment. Si jamais on veut éviter les pubs, on peut aussi s'abonner à YouTube Premium. Mais c'est pareil, c'est un abonnement qui est pas non plus pas cher. Alors ça va si on le partage avec d'autres personnes. Mais si jamais YouTube décide de faire comme Netflix et de ne pas autoriser les comptes dans différents foyers, ça peut être plus compliqué parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui se partagent un abonnement YouTube Premium en je sais pas combien, mais comme s'ils avaient un abonnement famille, et ils divisent par le nombre de personnes et ça leur permet de l'avoir pour pas trop cher. Ensuite, il paye un abonnement pour le site Osons Comprendre ainsi que pour le média et Lucide. C'est à la fois pour les soutenir et pour avoir une info de qualité. Je ne sais pas combien il paye pour chacun de ses abonnements, mais en tout cas c'est compris dans son budget total de 20 €. Il va très peu au cinéma car les prix ont explosé, mais dès qu'il y va, il va plutôt aller dans les magasins indépendants qui sont un petit peu moins chers en général, et à condition que le film qu'il a envie de voir y soit bien évidemment. C'est vrai que les prix du cinéma ont vraiment explosé, c'est hyper cher maintenant d'aller au cinéma. Ça revient presque au prix d'un plat du jour dans un resto en fait. Et après, chacun gère son argent comme il le veut, et de toute façon c'est des sorties dont on n'est pas obligé de se priver si on a envie d'aller au cinéma. Si vraiment on est fan, il y a des abonnements aussi. C'est toujours un petit peu le piège, faut être sûr que l'abonnement soit rentable pour nous, qu'on y aille suffisamment et qu'on ne se force pas à aller voir des films qui ne nous intéressent pas juste pour rentabiliser l'abonnement. Et il y a aussi le fait que lorsque les gens ont des abonnements, là où le cinéma va se faire beaucoup d'argent aussi, c'est sur l'achat de popcorn, de boissons, etc. Et finalement, on peut avoir un budget énorme en cinéma sur le mois si on compte les grignotages, etc. Donc c'est toujours à prendre en compte, on fait comme on veut par rapport à ces sujets-là, selon la dose de bonheur que ça nous apporte, bien évidemment.
Et il aime bien comme loisir également faire des randonnées avec ses amis le week-end. De temps en temps ça peut être des randonnées un petit peu organisées qui durent 3 heures où vraiment on apprend des choses, on voit plein de paysages et ça va lui coûter quelques euros. Parfois c'est des randonnées non organisées donc totalement gratuites et c'est vraiment sympa comme loisir puisque évidemment c'est pas très cher. Il faut bien sûr avoir un petit peu de matériel mais une fois qu'on l'a on peut partir tranquillement et ne rien dépenser pour faire de l'activité physique et profiter de belles choses. Pour son budget, meubles, décoration de l'appartement, etc. c'est vraiment un petit budget, c'est 10 euros par mois. Il va généralement choisir tout ce qui est d'occasion sur Le Bon Coin, même s'il y a besoin de le retaper un petit peu, de donner un petit coup de neuf pour que ce soit un petit peu plus joli. Et si vraiment il n'a pas le choix, il va se diriger vers Ikea s'il a vraiment pas trouvé ce dont il pouvait avoir besoin sur Le Bon Coin ou d'autres sites d'occasion. Ensuite, en plus de son budget loisirs culture, il va avoir un budget pour tout ce qui est restaurant, bar, hôtel qui est de 80 euros par mois. Alors on organise son budget comme on le veut, il faut que les catégories soient cohérentes pour nous. C'est vrai que sur ça, on voit souvent des disparités entre les budgets, certains vont tout réunir dans le budget loisirs, des fois on peut décortiquer, des fois le budget restaurant peut être compté dans le budget alimentation aussi, enfin on organise selon ce qui nous arrange, selon ce qui nous parle. Le tout c'est que ce soit bien référencé et qu'à la fin on sache juste où part notre argent, mais on fait les catégories qui nous conviennent. Au niveau des restos, parfois ils vont en faire un par mois, parfois ils vont en faire 4 par mois. Généralement ils vont choisir des endroits où ce n'est pas trop cher. Le ticket moyen va être de 10 à 25 euros par personne et ils vont souvent aller dans des restos un petit peu snack, on va dire comme Pitaya ou Nachos, qui vont proposer à manger pour environ 15 euros. Et sinon ils vont aller aussi dans un magasin bio qui propose un bar à salade où on peut composer son assiette, c'est frais, c'est équilibré pour environ 10 euros. Et il m'a précisé qu'il y avait du tofu, donc ça c'est très bien, moi j'aime bien le tofu dans les salades. Pour tout ce qui est repas entre amis, ils vont choisir généralement de s'inviter les uns les autres, chacun amène quelque chose et ça permet quand même de faire pas mal d'économies, même si bien évidemment quand on fait un repas avec d'autres personnes, on a tendance à dépenser un peu plus que quand on mange ses pâtes aux champignons à la maison, mais ça peut toujours être sympa de pas avoir à dépenser le prix d'un resto pour voir ses amis. Il n'y avait pas de budget vacances dans son budget, donc j'ai demandé si c'était parce qu'il en faisait pas ou si c'était parce que c'était compté ailleurs ou je ne sais pas. Et du coup, ils font pas vraiment de vacances, ils vont plutôt faire des courts séjours plusieurs fois dans l'année. Donc 2 ou 3 fois dans l'année, ils vont partir environ 3 jours dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour de chez eux. Ils vont prendre un Airbnb et généralement ils essaient d'y aller en saison basse, comme ça leur permet de payer moins cher ou d'aller par exemple au Futuroscope, de dépenser moins cher, qu'il y ait moins de monde, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne stratégie quand on en a la possibilité. C'est vrai que c'est plus facile de profiter de ce genre d'avantage quand on n'a pas d'enfants et c'est bien d'en profiter, que ce soit parce qu'on n'en veut pas ou parce qu'on n'en a pas pour le moment. Ensuite en santé, il va dépenser 40 euros par mois pour sa mutuelle et en budget transport, il va en avoir pour 140 euros par mois. Donc ce qui est compris dans le budget transport, c'est tout ce qui est lié à la voiture, à l'assurance. Il va également prendre les transports en commun dès qu'il doit aller en ville par exemple. Et sur une base quotidienne, il va surtout se déplacer en vélo électrique. C'est écologique, ça lui permet aussi de faire des économies sur l'essence et ça lui permet d'entretenir sa santé. Donc c'est vrai que le vélo électrique, c'est toujours un investissement au début, mais ça peut très bien compléter la voiture. La voiture, c'est surtout pour aller faire les courses, ça lui permet aussi de partir en déplacement pour les vacances, les loisirs, etc. Ensuite, en budget vêtements, chaussures, on est vraiment sur un petit budget puisqu'il dépense 15 euros par mois. Il va surtout acheter des choses sur Vinted, quitte à être très patient pour attendre d'avoir le bon truc qui apparaît, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette particularité là quand on achète d'occasion, c'est que on n'est pas en train de faire les magasins classiques, des fois il n'y a pas ce qu'on veut, on est obligé d'attendre ou de chercher super longtemps parce qu'il y a trop d'offres au contraire, et sinon si vraiment il ne trouve pas ce dont il a besoin, il va acheter quelque chose de neuf. Nous passons à la catégorie des dons, donc il donne 262 euros par mois, c'est quand même plus que 10% de ses revenus puisqu'il gagne 2420 au total, et il va le donner donc à différentes assos animalistes. Ça va majoritairement aller à Convergence Animaux Politiques, mais également à Assiette Végétale, et après il va donner une petite partie de ça à L214 et à l'AVF, donc l'Association Végétarienne de France. Ça rejoint pas mal un sujet que je trouve assez intéressant qui est l'altruisme efficace. J'avais écouté un épisode de podcast dessus de Comme un poisson dans l'eau qui essayait de voir justement comment on peut trouver les moyens les plus efficaces d'agir pour les animaux et c'était assez intéressant puisque finalement il y a toujours plein de plans d'action et parfois on peut s'épuiser quand on milite pour quelque chose, donc ça peut être bien de trouver le moyen le plus efficace. Ça veut pas forcément dire qu'il y a des manières meilleures que d'autres, ça dépend aussi de ce que l'on fait, de ce dans quoi on est bon, de notre capacité à générer de l'argent. Si par exemple on peut générer beaucoup d'argent en faisant quelque chose, peut-être que ça peut être un bon moyen pour redistribuer plutôt que de donner 100% de son temps, et au contraire si on n'a vraiment pas d'argent à donner, peut-être qu'on peut essayer d'informer, etc. J'ai probablement très mal résumé sur ça parce que je ne suis pas du tout experte sur le sujet. J'ai vraiment dû lire quelque chose comme 2 articles dessus et juste écouter un épisode de podcast, donc c'est pas le sujet que je maîtrise le mieux au quotidien.
Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant et c'est très altruiste en effet de donner une si grosse partie de son budget. Et donc j'en ai pas forcément discuté avec lui, mais j'imagine que par le fait que ce soit défiscalisable et vu que le revenu qu'il m'a donné au début est net, probablement qu'il payerait un peu plus d'impôts s'il n'y avait pas ces dons et que donc il gagnerait un petit peu moins, même si on en paye quand même une partie sur les dons, c'est pas du 100%, ça coûte quand même quelque chose de son budget, mais c'est vrai que ça peut être super intéressant quand on paye des impôts pour choisir où l'on veut payer ses impôts, même s'il y a toujours une part d'impôt restante qui ne va pas à l'assaut, donc on contribue quand même aux impôts globaux, mais ça permet d'orienter vers ce qui est important pour nous aussi. Au niveau de son épargne, il va la placer dans différentes assurances vie, donc il en a 3, il met 200 € sur chacune, ce qui veut dire qu'il épargne 600 € par mois. Sur ces différentes assurances vie, elles ont des profils de risque différents, donc il y en a une qui est risquée, une qui est moyennement risquée, une qui n'est pas trop risquée. Et il les a mis chez 3 organismes, donc 3 assureurs différents. Je reçois énormément la question par rapport au fait que je parle beaucoup d'épargne, etc. On me demande très souvent, mais si la banque fait faillite, tu fais comment avec toute ton épargne? Alors, dans mon cas, j'ai pas tant d'épargne que ça finalement, puisque la majorité de ce que je possède a été mis dans des biens immobiliers. Mais pour l'argent que j'ai sur mon compte, sur mes différents comptes, on a une garantie des dépôts, donc je n'utilise pas forcément les bons termes. Mais en gros, si une banque fait faillite, elle nous rembourse jusqu'à 100 000 €. Donc si par exemple on avait 99 000 € sur cette banque et que cette banque fait faillite, elle est obligée de nous rembourser 99 000 €. Si on avait 300 000 €, bah potentiellement on récupère que 100 000. Mais par contre, si on met dans différentes banques, on a jusqu'à 100 000 € dans chaque banque. Donc ça permet quand même de laisser une bonne marge. Dans son cas, il n'a bien évidemment pas 3 fois 100 000 € dans des assurances vie. Enfin, ce serait possible aussi, mais en tout cas c'est pas le cas actuellement. Il n'a pas vraiment d'objectif sur du court ou du moyen terme avec cet argent. Dans tous les cas, sur les assurances vie, le but c'est de laisser son argent quand même pas mal de temps, sinon c'est pas intéressant. Mais ça pourrait lui servir dans l'avenir, ou dans un avenir un petit peu lointain, que ce soit pour acheter une voiture, que ce soit pour avoir un apport pour un bien immobilier par exemple. Et sachant qu'il a mis en bénéficiaire de ses assurances vie si jamais il lui arrivait quelque chose, L214, donc c'est aussi une manière de soutenir la cause à laquelle on croit, si jamais, même après sa mort. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça très beau de le mettre en bénéficiaire, même si il y a probablement des chances qu'il l'utilise aussi au cours de sa vie, que ce soit pour toucher des revenus, que ce soit pour créer des projets avec. Et donc là, la catégorie de ses dépenses qu'on n'a pas encore abordée, c'est tout ce qui touche ce bien qui lui ramène un revenu locatif dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc comme vous l'avez vu, ça lui rapporte 250 € par mois. Mais en réalité, c'est quand même un poste de dépense qui va lui coûter plus cher que ce que ça lui rapporte, puisque de base, il avait investi dans un bien immobilier pour y vivre il y a 3 ans. Il l'a payé 83 000 € et c'était donc un crédit sur 13 ans, donc c'est finalement une durée de crédit assez courte, puisqu'on peut aller jusqu'à 25 ans par exemple. Et plus on va sur une longue durée, moins la mensualité est élevée. Mais parfois, si on veut aussi pas forcément payer trop d'intérêts, on peut choisir une plus courte période, ou peu importe la raison, en fait, il peut y avoir de la théorie sur tout ce qui est investissement immobilier. Beaucoup de gens disent énormément de choses, mais finalement, il faut faire ce qui nous semble le mieux par rapport à ce que l'on veut. Et on peut avoir nos raisons personnelles aussi de vouloir qu'un crédit se termine plus vite, par exemple. Il paye donc entre le crédit, les charges et l'assurance du bien. Il va payer 593 € par mois, donc c'est quand même une sacrée somme. Et comme vous le voyez, c'est pas forcément compensé par le revenu qu'il va toucher. Pour autant, ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Alors bien sûr, si on a un petit revenu, ça peut nous mettre en difficulté d'avoir une telle différence à payer tous les mois pendant encore 10 ans. Mais ça reste malgré tout le fait qu'il y a un locataire qui lui finance une partie de son investissement immobilier. Il reste le fait qu'il a eu un taux d'intérêt à 1,5%, alors que l'inflation par exemple actuellement est à quelque chose comme 5-6%. Donc ça reste intéressant par rapport à ça, puisqu'il a finalement acheté de l'argent pas très cher il y a 3 ans, qu'il doit rembourser pendant encore 10 ans aujourd'hui. Ça lui permet d'avoir un bien qui vaudra probablement bien plus que 83 000 € dans 10 ans. Ou peut-être qu'à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi les prix de l'immobilier auront baissé, mais généralement ça va plutôt à augmenter sur le long terme si on ne vend pas tout de suite, bien évidemment, parce qu'il y a des fluctuations qui peuvent arriver très rapidement. Mais globalement, quand on est propriétaire sur le long terme, nos biens ont tendance à prendre de la valeur. Et donc les 250 € qu'il touche, c'est bien évidemment pas le montant du loyer, mais souvent ce que les gens ont tendance à oublier quand ils pensent à l'investissement en immobilier, c'est qu'il y a beaucoup plus de frais que juste le fait de payer un crédit et de toucher un loyer. Et c'est génial, si on a tant de loyer et qu'on paye tant de crédit, on est super rentable et tout. Mais finalement, il faut compter que dans son cas, le loyer que paye le locataire est de 520 € charges comprises. Mais si on déduit les charges locatives, ça enlève 150 €. Et si on déduit aussi ce qu'il verse à l'agence qui s'occupe de ce bien, c'est 120 €. Du coup, il lui reste 250 € à la fin.
et bien évidemment de temps en temps il peut y avoir des travaux de copropriété, etc. Donc c'est vrai que l'investissement immobilier ça peut paraître toujours hyper intéressant, enfin beaucoup de gens ont comme projet d'acheter un appart à 100 000, de le louer à 500 € par mois et se dire bah c'est génial, je paye 100 000, je touche 500 € par mois, c'est dans la poche, mais c'est plus compliqué que ça et ça peut être parfois moins rentable que ce que l'on pense, même si globalement investir dans l'immobilier s'avère souvent être une bonne idée, mais ça dépend. Donc au final, sur les 2420 € qu'il gagne et donc qu'il dépense chaque mois ou investit, etc., si on déduit les investissements, si on déduit les dons aux assos et le crédit immobilier, si on regarde vraiment ce que lui coûte son mode de vie, c'est-à-dire vraiment son loyer, ce qu'il paye en alimentation, en loisirs, etc., on est à moins de 1000 € par mois. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir avec combien on est capable de vivre. Parce que c'est vrai que des fois il y a des dépenses qui vont s'ajouter, etc. Et je trouve que ça peut être intéressant de voir avec combien on peut vivre si vraiment demain on a une diminution de budget, si on fait un burn-out, si on décide de changer de vie, si on n'en peut plus, enfin, peu importe ce qui se passe dans la vie, avec combien on est vraiment capable de vivre en réalité. Alors bien sûr ça compte souvent des choses qui sont en lien avec notre mode de vie actuel, comme le fait de partager son logement par exemple, mais je trouve que c'est intéressant de calculer ça aussi. Finalement le fait de faire attention à son budget comme ça, sans forcément être drastique, il n'a pas le plus petit budget alimentaire que j'ai déjà vu, il n'a pas le plus petit budget loisir que j'ai pu voir, etc. Il a une voiture, enfin il y a des choses qui peuvent peser dans son budget, mais pour autant il a un petit budget global puisqu'il dépense moins de 1000 € pour ses propres consommations, on va dire. Ça lui permet à la fois de faire attention à son empreinte carbone et aussi d'avoir une bonne santé financière et d'être quand même assez serein pour l'avenir, pour les changements de vie, etc. Au niveau de ses investissements, du fait d'être locataire actuellement, c'est pas forcément la chose la plus courante que l'on voit, d'être locataire de son logement et d'être propriétaire d'un appartement que l'on loue. Pour autant, c'est une situation qui lui convient. Le fait d'avoir acheté son appartement il y a 3 ans, ça lui a amené parfois des petites contraintes, de la charge mentale, etc. Mais pour le coup, il ne le regrette pas quand même s'il ne voulait plus vivre là-bas par rapport au cadre de vie qui ne lui convenait plus. Donc ça, c'est un choix personnel. Et actuellement, il n'est pas forcément sûr de rester encore des années dans le lieu où il vit, donc il n'a pas envie de l'acheter. Il y a aussi le fait que les prix sont très élevés actuellement. Enfin, il y a plein de choses qui vont jouer. Les prix peuvent aussi baisser soudainement. Donc si par exemple il veut revendre dans quelques années, ça peut vraiment être une perte financière. Sans compter que si on n'est pas sûr de ne pas revendre son logement avant quelques années, bah les premières années on paye les frais de notaire, il y a aussi les intérêts qui sont à amortir, etc. Donc c'est pas toujours intéressant de devenir propriétaire. Ça peut être un très bon choix de rester locataire. Et ce qui est bien, c'est qu'il profite quand même du fait qu'il a déjà un bien, que son argent est déjà placé quelque part. S'il a des problèmes d'argent ou s'il a besoin d'un gros apport ou quoi que ce soit, bah il a ce bien qui est à son nom. Il y a aussi le fait qu'être locataire, c'est parfois beaucoup moins de charges mentales et beaucoup moins de charges économiques qui sont à notre nom. Donc par exemple, si demain on allume le robinet et qu'il n'y a plus d'eau chaude, bah on peut appeler le propriétaire ou on peut appeler l'agence et ne pas avoir à le régler soi-même. Et donc entre ça et la mobilité, c'est vrai que parfois ça peut être très intéressant de rester locataire. C'est une question que je reçois énormément sur Instagram, en MP ou parfois dans les commentaires YouTube. Qu'est-ce que je pense du fait de devenir propriétaire? Est-ce que c'est plus intéressant que d'être locataire? Sincèrement, c'est une question qui dépend tellement de la situation de chacun. Et non, devenir proprio, c'est pas forcément intéressant à tous les coups. Des fois, par exemple, le loyer que l'on paye est bien inférieur au crédit que l'on va payer. Et il y a aussi le fait qu'en plus du crédit, il y a toujours d'autres choses à payer auxquelles parfois on ne pense pas du tout. Parfois, on peut se retrouver avec des charges de copro super élevées. Ou si on est propriétaire d'un bien qui n'est pas en copropriété, mais qui a de gros travaux à payer, qu'il y a un problème avec le toit, qu'il y a quelque chose, ça peut vraiment nous mettre en difficulté financière. Et parfois, on peut aussi ne pas réussir à revendre le bien au prix auquel on l'a payé. Parfois on peut ne pas trouver de locataire, parfois on peut avoir des locataires qui ne payent pas aussi. Enfin, il y a plein de choses plus compliquées que juste acheter ou pas. Par exemple, moi dans mon entourage, j'ai une amie qui paye très peu cher de loyer puisqu'elle a trouvé un loyer vraiment pas élevé et elle va avoir des APL. Donc ça lui permet finalement d'avoir des dépenses liées à son logement qui sont super faibles et donc de pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté. Après, je trouve que si on veut que ce soit vraiment intéressant de rester locataire, il faut réussir à pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc je parle pas quand on est dans une situation difficile ou si on a une mauvaise phase ou si juste on ne peut pas parce qu'on ne gagne pas assez, mais en tout cas quand on gagne suffisamment, si on peut être locataire et mettre de l'argent de côté, ça nous permet de bénéficier un petit peu des deux mondes, mais d'avoir quand même quelque chose de côté en cas de souci, en cas de séparation ou quelque chose, et tout simplement parce que parfois les loyers peuvent augmenter et que ça peut être difficile si on a une baisse de revenus ou quelque chose. Je pense que c'est bien dans tous les cas de toujours avoir de l'argent de côté, mais on peut aussi être locataire tout en constituant un apport pour acheter éventuellement un jour, si un jour ça nous intéresse. Et au pire, si on veut pas acheter cet argent, il peut nous servir aussi pour autre chose. Il peut être investi dans notre entreprise si on souhaite créer une entreprise. Il peut nous servir pour
plein d'autres choses. Et il y a également la situation dans laquelle on souhaiterait devenir propriétaire mais on habite dans une ville où c'est clairement intouchable. Je pense notamment à Paris si on est en France. C'est vrai que les prix des logements sont excessivement chers et parfois le loyer est beaucoup moins cher que ce qu'on paierait en crédit immobilier. Et dans ce cas-là, ça peut être un petit peu frustrant. On peut quand même investir ailleurs, mais il faut quand même penser à ce que ça implique. Si par exemple on souhaite le louer, ça implique de la charge mentale, il peut y avoir de la rénovation, il peut y avoir le fait de gérer les entrées et sorties des locataires, etc. Ou tout simplement si on le met avec une agence, penser aux frais que ça implique et au fait que ça coûtera de l'argent aussi et que c'est pas forcément aussi jackpot que ce que l'on peut penser, mais ça peut quand même être intéressant sur le long terme, surtout pour devenir propriétaire, quitte à le revendre plus tard pour s'en servir comme apport pour un logement parisien si un jour on a les moyens d'en acheter un. Et bien sûr, quand on achète un bien, il faut penser à combien il pourra se revendre et au fait aussi de ne pas avoir envie de le revendre trop vite puisque comme je disais avant, on y perd pas mal d'argent. Après, je suis pas du tout experte en immobilier ou quoi que ce soit, c'est plutôt les trucs globaux dont on nous parle très vite quand on veut acheter un bien immobilier. Au niveau de son capital actuel, on va dire, il a 13 000 € sur son livret A, donc je pense que c'est pour ça qu'il ajoute pas spécialement d'argent dessus tous les mois et qu'il met plutôt dans les assurances vie. Il veut vraiment garder plus de 10 000 € sur son livret A, c'est un peu son épargne de précaution, voilà, ça peut servir pour plein de choses. Il va avoir ensuite 17 000 € placés sur ses différentes assurances vie, donc c'est ce que je vous disais avant, c'est pas parce qu'il a pas 300 000 € répartis sur les 3 assurances vie que ça vaut pas la peine de varier un petit peu les assureurs. Et dans tous les cas, ce montant est amené à beaucoup évoluer dans l'avenir, donc c'est bien de garder une marge aussi de sécurité. Avant de travailler à l'hôpital où il travaille actuellement, il travaillait pour un grand groupe et du coup il avait obtenu des actions d'entreprise. Mon copain a ça aussi dans l'entreprise où il travaille. Ils vont avoir chaque année des primes ou des parts, ou des fois ils peuvent en acheter. Enfin je sais pas, je comprends pas exactement comment ça marche parce que moi j'ai jamais eu accès à ça. Mais en tout cas, il a 11 000 € et ce qui est bien c'est qu'il peut le garder et que potentiellement ça peut évoluer. Et ça lui permet de bénéficier de ses actions qu'il a peut-être eu à moitié prix ou qu'il a peut-être eu pour moins cher ou peut-être gratuitement, enfin ça dépend de comment ça a fonctionné pour lui, mais ça augmente son patrimoine global qui est donc à 41 000 € sur ses différents comptes. Après au niveau du patrimoine de l'appartement qu'il a acheté, c'est un petit peu difficile à calculer puisque ça dépend de ce qui a déjà été payé, du reste à payer, de la valeur du bien, etc. Mais ce que l'on sait c'est que dans 10 ans, quand il aura fini de payer ce crédit, s'il garde cet appartement, s'il n'a pas d'accident de vie, etc., il aura un bien qui vaudra quelque chose, je ne sais pas exactement combien, potentiellement plus que 83 000 €, donc ça augmentera bien son patrimoine quand il aura 38 ans et il aura potentiellement plus d'épargne s'il continue à épargner autant. Peut-être qu'il aura investi dans l'immobilier, peut-être qu'il aura fait plein d'autres projets. Et donc voilà pour son budget, je l'ai vraiment trouvé intéressant, assez différent de ceux que j'avais pu voir jusqu'à maintenant, de voir que même sans gagner des sommes astronomiques, parce que certes il est au-dessus du revenu médian et c'est un bon revenu, beaucoup de gens aimeraient avoir un revenu comme ça, mais il est quand même pas mal entravé on va dire par le crédit immobilier. Pour autant ça ne l'empêche pas de profiter de la vie, ça n'empêche pas de mettre de l'argent de côté, donc c'est pas quelque chose qui va piocher dans son budget ou l'appauvrir chaque mois ou quoi que ce soit, même si ça diminue ce qu'il gagne par mois, mais bon ça l'enrichit pour plus tard, donc voilà c'est toujours plus compliqué que ce qui se passe à l'instant T. Mais si on compte vraiment ce qui lui reste en dehors du crédit immobilier, c'est bien plus que 10% qu'il va donner à des assos. C'est vraiment intéressant de voir qu'il peut les défiscaliser. C'est intéressant de voir sa manière d'investir aussi qui est assez différente de ce que j'ai pu recevoir jusqu'à maintenant en budget. Donc voilà, j'espère que ça pourra peut-être vous inspirer, que ça pourra vous donner des idées, que peut-être que juste ça vous aura intéressé, même si c'est pas quelque chose qui peut coïncider avec votre budget actuel. On a tous des budgets très différents, on n'est vraiment pas représenté ni par ce que l'on gagne, ni par ce que l'on dépense. Et si jamais cette vidéo vous a plu, si vous avez envie de voir plus de budget d'abonnés, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment le moyen le plus efficace de soutenir mon travail, surtout actuellement où YouTube ne met pas du tout en avant les vidéos longues. Donc si jamais vous prenez le temps de vous abonner, je vous en remercie sincèrement. Vous pouvez également liker la vidéo, mettre un commentaire, ça augmente toujours le référencement. Et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on peut aussi se retrouver sur Instagram où je partage quotidiennement en story. C'est Mûre et Noisette également. À très bientôt, ciao ciao!